sur cette première partie, vous souhaitez poser des questions, des précisions, ou même réagir, ou faire part d'expérience, n'hésitez pas. C'est le moment, le plus dur c'est le premier qui se lance. Oui. À Grenoble, on est dans une situation particulière puisque les centres sociaux sont des maisons des habitants et elles sont municipales. Et pas qu'à Grenoble, mais dans Grenoble. La question que je me posais en écoutant l'expérience de Roubaix, à un moment, c'est faut-il être mauvais en fait pour que une participation, comment dire, se déclenche de la base. Hein. Enfin, c'est un peu c'est une première réaction comme ça à chaud, mais en fait, la difficulté aussi parfois quand on vient répondre assez facilement finalement à un certain nombre de demandes, y compris de proximité, on en reste à ce dialogue positif de proximité où il y a une demande, une réponse, un partenariat, etc. sur du cadre de vie, je sais pas, de la vie locale, etc. Et en fait, on n'en vient jamais à la question des inégalités de richesse, d'inégalités face à l'emploi, face au logement, etc. On reste dans des compétences finalement très municipales, entre guillemets. C'est peut-être déjà pas mal, mais en fait, on n'en vient pas à ce qui crée vraiment la difficulté de vivre dans les quartiers. Quelque part, une rustine permet de tenir encore, et sans poser la question de la réparation plus globale. C'est pas une rustine, c'est que vous pouvez avoir un dialogue positif, une capacité d'intervention sur le cadre de vie, ça ne change pas la question du chômage dans une montée. Quoi. Voilà. Et peut-être parfois qu'en étant... moi, je m'interroge en me disant finalement, voilà, quand on est dans cette proximité-là, eh ben, on est que là-dessus, on n'est pas sur le reste. Quoi. Voilà. Très bien. D'autres... réactions, interrogations? Oui. Moi j'ai plein de choses, mais j'en dirais une, je sais pas. La question que je pose depuis peut-être 20 ans, c'est comment, et votre exemple de Roubaix m'interpelle parce que nous je travaille sur des quartiers pauvres aussi, paupérisés on va dire. Comment on mobilise les gens qui sont dans cette situation de précarité? Pour moi, il y a des caractéristiques à la population en situation de précarité. Elle porte des caractéristiques. Pas de la stigmatisation, c'est qu'elle fonctionne de certaines façons. Je prendrai qu'un exemple. Elle passe beaucoup de temps, par exemple, à aller recourir à ses droits. Et du coup, parfois, il y a une réunion proposée, ben non, il y a des priorités qui sont propres à ces populations précaires. Et du coup, moi, je commence à baisser les bras, presque, parce que comment on fait? Et pourtant, vous avez les mêmes populations, parce que Roubaix, on y est allé avec des habitants à un moment, et c'est encore... Enfin, il y a une autre pauvreté qui est encore bien pire que chez nous, on va dire, qu'à Grenoble. Et donc, moi, je sais pas comment faire. Comment mobiliser des personnes dont la situation est déjà suffisamment difficile et précaire. Et pourtant, qui sont dans la recherche du quotidien. Parce qu'on est bien d'accord sur la conception de l'empowerment et du pouvoir d'agir. C'est les personnes les plus loin des lieux de parole, parce que toutes celles qui ont la possibilité, elles vont dans les lieux de parole, elles y sont. C'est pas celles-ci qu'on touche, on est d'accord. Donc je pense que sur le fond, moi je partage. Donc c'est ces populations loin des lieux de parole, mais qui sont elles-mêmes précaires et qui additionnent les problématiques, rupture sociale, administrative, papier, familiale, ethnique, on peut toutes les additionner, donc précarité, multiplication de discrimination aussi, voilà, pour faire le lien avec la précarité. Et du coup, c'est avec celle-ci qu'on veut travailler. Et on ne veut pas faire à leur place. Il y avait un truc que je n'ai pas aimé dans ce que vous avez dit, partir des besoins des personnes concernées. Non, partir avec les personnes concernées par leurs besoins. Parce que sinon, on l'a trop fait ça, de faire sur leurs besoins. Nous, moi je suis assistante sociale, voilà, on sait leurs besoins, on les voit dans nos bureaux, on sait, on a des gens qui partagent le même problème. Ben non, comment on va avec eux voilà, si vous avez des solutions. D'accord. Non, je désespère. On retient cette deuxième forme de problématique posée, effectivement. Est-ce que d'autres... Oui. Moi, je voudrais savoir si historiquement, c'est le rôle des centres sociaux. Parce que la question que ça me pose aussi, c'est que ces centres sociaux, ils travaillent dans des quartiers ils sont là depuis très longtemps, et ils sont là dans des quartiers qui se sont paupérisés autour d'eux. Ils se sont extrêmement paupérisés.
ils ont gardé leur fonctionnement, ils ont diminué leur possibilité d'action, et aujourd'hui, on les assigne, on leur demande de travailler en effet sur de la mobilisation habitante pour résoudre des problèmes, mais qui les dépassent complètement. Quand on voit pour 10 000 habitants avec une carte équivalente en plein, alors évidemment autour de nous, on va pouvoir faire du collectif, on va pouvoir travailler, mais c'est ça que je trouve assez terrifiant dans l'histoire, c'est qu'en fait, si on se met comme objectif, ces objectifs-là de réduction d'inégalité, de redonner aux gens du pouvoir d'agir, redonner confiance en eux, etc., on peut le faire, mais on est des rustines, quoi. Enfin, on travaille uniquement. Alors c'est pour ça qu'on se reconcentre sur cette question de la proximité, de la lutte contre l'isolement, de la dignité, de faire des choses assez basiques, consensuelles. On ne va pas s'attaquer à plus gros parce que de toute façon, ça fait 30 ans qu'on n'est pas capable dans cette ville de gérer le déchet les jets de déchets par les fenêtres. Par exemple, je veux dire sur des trucs qui sont d'une répétition complètement dingue et qui ne sont pas des questions aussi profondes que la discrimination, qui sont des questions mais purement d'éducation, de culture, de base. Alors je veux dire, quand on regarde ça et qu'on se dit, alors aujourd'hui on me dit oui, alors il faudrait réfléchir à l'empowerment, etc. Moi je me dis, mais il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Il y a un truc qui va pas, et je m'étonne en fait qu'on accepte même de réfléchir à ces questions. Voilà. Non mais dans le sens où je me dis, bah tiens, oui, alors faut me sortir l'effet de Zorro. Quelque part, est-ce que l'empowerment répond à toutes les problématiques posées? Non. Aussi. C'est quelque part ça, parce que est-ce qu'on règle autant le jet de déchets par les fenêtres que le problème du chômage en France? Parce que ça peut être ça, de se dire aussi il y a un décalage tel entre ce qu'on est capable de faire au niveau local par rapport à ce qu'il faudrait faire à un autre niveau, que ça peut être un petit peu, paraître trop ambitieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas, aujourd'hui, on ne met pas dans les mains les moyens pour travailler sur ces questions-là, et même pour des questions qui sont bien moindres, on n'arrive pas à les traiter. Donc je veux dire, il y a un moment où il faut qu'on ait un peu de vision, une grosse humilité, quoi. C'est-à-dire, bon, bah tiens, ces questions toutes basiques, on ne les a pas réglées, on ne va pas nous demander... Enfin, ou bien il faut se reconcentrer, ou bien il faut clairement assumer le fait, et c'est ma seconde question, c'est, en fait, c'est quoi la taille critique pour arriver à générer du changement? Parce que c'est ça aussi la question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été observé comme expérience, je ne sais pas, américaine, on parle souvent d'empowerment américain suite à la crise, etc. Dans les quartiers où il y a eu de belles initiatives, elles sont parties de quoi comme masse critique de personnes, quoi, de nombre de personnes, de nombre de partenaires, etc. Voilà. Après, je rejoins complètement, après je promets, la question de ce lien politique et du lien associatif qui aussi laisse des séquelles énormes avec des divisions énormes dans les quartiers. D'accord, très bien. On en prend une dernière, puis après on laisse Julien Talpin répondre. Après on reviendra dans les questions. Oui. Donc moi je voulais juste apporter un témoignage, puisque justement j'ai une double casquette, puisque je fais partie du Conseil citoyen de Grenoble. Jusqu'à dans peu de temps, parce que là je vais m'y retirer, parce que c'est un peu un échec, ce conseil citoyen. Voilà, parce que j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des personnes qui sont présentes. Et donc les personnes, le noyau dur de ce conseil citoyen, on ne partait pas sur les mêmes objectifs, on n'avait pas les mêmes envies, pas les mêmes on peut dire, ambitions sur le quartier. Et du coup, voilà, il y avait des personnes qui étaient vraiment sur la forme et d'autres qui étaient vraiment sur le côté pratique. Et donc on n'arrivait pas à s'entendre, donc on est en train les membres sont en train de se retirer. Et puis il y a une particularité aussi, vous parliez de table de quartier, mais Grenoble Métropole, on a des conseils citoyens indépendants, des conseils citoyens politiques de la ville. C'est aussi une particularité en France. Donc voilà, là c'est le conseil citoyen politique de la ville, et on a des conseils citoyens indépendants qui sont vraiment indépendants, qui ne fonctionnent pas avec les instances politiques de la ville. Donc là, c'est vraiment le conseil citoyen politique. Donc les autres, certains autres fonctionnent sur Grenoble, mais celui-là, en l'occurrence, voilà. Mais là, c'est par rapport aux personnes même de cette instance qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, sinon, j'ai une autre expérience qui est plutôt positive. C'est à l'échelle de mon quartier. Bon, j'habite un petit quartier assez malherbe, mais donc grâce à des personnes qui étaient moteurs aussi. Donc la Confédération syndicale des familles, une association dont un membre est présent, et puis l'agent de développement du territoire, essentiellement.
Donc, donc on s'est réunis, on a décidé de mettre en place des réunions avec d'autres habitants du quartier pour essayer de mettre en place des choses sur le quartier, faire avancer les choses. Et c'est plutôt positif, ça fait à peu près 1 an qu'on a mis ça en place, des réunions à peu près tous les mois, et qu'on a mis en place là, des jardins partagés, voilà, qu'on a incité les habitants à parler, à savoir ce qu'ils voulaient pour le quartier, et essayer de faire évoluer les choses. Donc voilà, il s'est avéré que voilà, il y a eu des travaux un petit peu sur le parc. Les jeux pour enfants étaient détruits, mais il s'est avéré que les habitants voulaient qu'elles soient remis en place. Donc ça va être le cas, il va y avoir des jeux d'eau pour enfants. Là, il va y avoir des éducateurs qui vont venir également à ces réunions pour discuter tous ensemble. Voilà, et ça fonctionne, c'est vraiment positif. Et là, j'ai envie de dire, voilà, c'est des envies communes des différents acteurs territoriaux pour que ça puisse fonctionner. Allez vouloir aller dans le même sens. Très bien, donc on va peut-être s'arrêter là, faire une première partie de réponse avant de revenir vers vous si vous le souhaitez. Julien. Oui, non, je vais répondre notamment réagir sur une question qui a été un peu transversale à différentes interventions, c'est est-ce qu'on peut résoudre les problèmes des quartiers populaires par le local et par la proximité, par des petites actions, et comment, d'un côté, moi, ce pourquoi je plaide, à savoir des petites victoires qui vont redonner le goût et le sentiment que ça sert à quelque chose de s'engager aux habitants, est-ce que c'est véritablement comme ça qu'on va résoudre leurs problèmes? Alors c'est évidemment une question tout à fait centrale. Moi j'ai envie de dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire que moi, la direction dans laquelle je pointe à partir de ce dont je vous ai parlé, c'est la nécessité de construire, on peut appeler ça comme on veut, mais des contre-pouvoirs, ou ce qui a été à une époque les maisons du peuple, par exemple, dans les quartiers populaires, des espaces d'auto-organisation des habitants des quartiers, soutenus à plus ou moins grande distance par les institutions, mais des espaces auto-organisés par... Est-ce que c'est le rôle des centres sociaux? C'est à eux de le déterminer. Moi, je ne vais pas déterminer à leur place. Ils prétendent pouvoir faire du pouvoir d'agir. Ils ont, à mon avis, ils sont dans une situation où ils peuvent jouer un rôle quand même dans cette direction-là. Pourquoi pas? Historiquement, les premiers, un certain nombre de centres sociaux dans les années 70 jouaient un peu ce rôle-là d'appui, notamment aux luttes urbaines, dans les processus de rénovation, etc. Aujourd'hui, ils veulent le jouer, à eux de voir. Mais moi, je pense qu'il y a un manque d'intermédiation, au fond, et d'espace collectif, voilà, où il y a des choses, mais en tout cas, qui sont... qui peinent à se structurer, parce que pour tout un tas de raisons dont j'ai déjà parlé. Après, je pense que ces espaces-là doivent s'organiser localement, mais qu'effectivement, on ne va pas résoudre le problème du chômage ou de l'échec scolaire juste à un niveau local. Et c'est en fédérant des initiatives locales que l'on pourra s'attaquer aux politiques publiques nationales. Mais effectivement, les problèmes de quartier ne viennent pas des quartiers. Donc de toute façon, il faut se fédérer. Et il existe des structures, la Fédération nationale des centres sociaux, et il existe la coordination. Il existe des espaces qui tentent en tout cas de créer ce rapport de force à l'échelle au moins nationale, même si peut-être que c'est à l'échelle européenne maintenant qu'il faudrait créer ce type de rapport de force. Un mot des États-Unis. Aux États-Unis, pour le coup, il y a à la fois des organisations relativement puissantes dans les quartiers qui, et moi c'est ça qui m'a pas mal fasciné en fait, quand j'ai fait mon terrain là-bas, mais qui parviennent à mobiliser des centaines d'habitants qu'on a quand même beaucoup de mal à toucher en France, et qui parviennent à mobiliser des gens qui au départ sont très très loin de toute dynamique de participation, parce qu'ils passent beaucoup de temps à ça, parce qu'ils mettent leurs ressources humaines pour ça, et après, ces associations-là, elles sont fédérées. Moi, j'ai pas mal suivi des campagnes à l'échelle de la Californie. Donc la Californie, c'est un État de 40 millions d'habitants, grand plus ou moins, on peut dire, comme la France. Voilà, et là, on a des dizaines d'associations, d'organisations communautaires, comme ils s'appellent, dans des quartiers qui se fédèrent pour mettre en place des campagnes à l'échelle au moins de l'État de la Californie, et qui sont parvenus à des victoires tout à fait substantielles. Alors en Californie, il y a beaucoup de référendums, de démocratie directe. Bon, une des campagnes que j'ai suivies, par exemple, c'était, eux, un des gros problèmes auxquels ils s'attaquent, c'est la question du manque de moyens pour les écoles dans les quartiers pauvres. Ils disent, un problème qui n'est pas spécifiquement américain, me semble-t-il d'ailleurs, et de dire qu'il faudrait plus d'argent dans les écoles, plus de profs, plus d'encadrement périscolaire, etc., et peut-être moins d'argent pour la répression, la prison, etc. Donc un problème assez important là-bas. Ils ont mis en place une campagne, ils ont réussi à monter un référendum, cette fédération d'organisations communautaires, qui est passé, plus court,
mais un référendum qui s'est traduit par l'augmentation des impôts des contribuables californiens et qui fait qu'il y a une cagnotte un peu de 6 milliards de dollars chaque année qui a été dégagée pour financer l'éducation dans les quartiers pauvres en Californie. Voilà. Le truc, c'est que là, on commence à créer du rapport de force à une autre échelle, évidemment, que l'échelle du quartier. Et les petites campagnes qui peuvent mettre... voilà. Mais ils n'auraient jamais pu faire ça si, dans les 30 années qui avaient précédé, ils n'avaient pas fait ce travail de proximité, construit des organisations suffisamment puissantes dans les quartiers pour ensuite se fédérer. C'est peut-être le problème d'un certain nombre de fédérations à l'échelle nationale, de vouloir fédérer des choses qui sont encore assez faibles au niveau local. Et donc, moi je pense qu'il y a d'abord un travail de renforcement et ce travail que j'appelais d'intermédiation tout à l'heure pour aller chercher les gens et construire des collectifs puissants dans les quartiers, il y a encore à faire, quoi. Et c'est à mon avis d'abord et dans un second temps. Alors après, ça paraît être un objectif à très long terme, mais après, cet objectif et l'histoire de l'empowerment ne peut se comprendre que dans un contexte historique qui est particulier, qui est celui, au fond, du déclin du mouvement ouvrier. Et c'est ça dont on parle, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois que ce qu'a fait le PS et le PC, ce qu'ont fait le PS et le PC pendant des décennies, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, hein, il s'agit pas, mais qui était toujours, en tout cas, d'assurer une représentation, une mobilisation active des catégories populaires, a disparu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après ça, à partir des années 80 ? Et c'est face à cette question-là que l'enjeu du pouvoir d'agir émerge. En déplaçant la question de la mobilisation et de la représentation des catégories populaires, en amenant d'autres problématiques qui n'étaient pas abordées par le mouvement ouvrier, telles les questions de discrimination raciale, etc. Bref, toujours est-il que c'est le vide laissé par le mouvement ouvrier auquel il s'agit de s'atteler. Et la question, c'est comment on reconstruit du collectif après ça, quoi, et sur quelle base, et avec quel projet politique. Et c'est à ça qu'essaye de se confronter l'empowerment. Bon, ben voilà, le truc, c'est que le mouvement ouvrier n'aurait pas existé si, dans un premier temps, il n'y avait pas eu des bourses du travail, s'il n'y avait pas eu des maisons du peuple, s'il n'y avait pas eu des syndicats qui s'étaient construits dans chacune des usines. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les forces syndicales dans les quartiers, elles ne sont pas nombreuses, quoi. Et on ne peut pas dire qu'elles soient très soutenues. Il n'y a plus d'usines. Non mais justement, c'est comment on réinvente l'usine du XXIe siècle. Alors après, c'est le vaste débat. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais et donc la question de la rustine, c'est commençons déjà par là, parce que le drame quand même, et moi c'est quand même ça que je recueille dans mes enquêtes, c'est la résignation, quoi. Le sentiment de résignation dans les quartiers, mais c'est dramatique, quoi. De toute façon, c'est trop tard et on fait autre chose. Et donc, autre chose, ça va être le business. Ou à OB, on part en Syrie, quoi. Donc voilà, je parle de 10 cas, mais c'est aussi une façon de donner du sens. Hein. Et ça, les gens qui travaillent véritablement sur la radicalisation religieuse, c'est parfait, ça, c'est un moyen de donner du sens. Ça, c'est un quotidien qui n'en offre pas beaucoup. Et donc, moi je pense qu'il y a peut-être autre chose à inventer et qui serait dans l'intérêt des institutions de réfléchir aux voies intermédiaires entre simplement se sauver tout seul par le business et essayer de tout faire péter puisqu'on ne trouve pas sa place. Je pense que c'est sans doute l'un des points les plus dangereux aujourd'hui. Hein. On les maîtrise, enfin, on ne l'imagine pas encore suffisamment, mais y compris le vote extrême, etc., qui conduit à dire qu'à son tour, pour reconstruire, on ne peut plus rien faire avec ça. Je crois que c'est vraiment ça un point de vue très très important à soutenir. Mais alors comment on mobilise des personnes qui sont en forte précarité, qui ont d'autres soucis que de penser le collectif, parce qu'elles ont déjà à penser leur propre survie quelque part. Hein. Alors, juste, bon, après je rendrai peut-être la parole aux gens, mais moi je reviens quand même à mes trucs de aller vers en fait. Mais c'est juste, et le problème en fait c'est que souvent, moi je l'ai vu en fait avec les travailleurs sociaux avec qui j'ai bossé dans le Nord, mais en fait on ne sait pas faire d'aller juste écouter les gens. C'est-à-dire qu'au fond on va faire du porte-à-porte, pas pour parler, mais juste pour se taire. Et ça c'est un apprentissage, la symétrie des relations entre travailleurs sociaux et habitants qui est quand même une forme de révolution culturelle. Alors je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi dans les formations de travail social, etc. Mais moi quand je parle de partir des besoins, c'est ça, c'est juste apprendre à se taire, quoi. Et apprendre à écouter. Et c'est ça quand même qu'ont fait les gens de ma table de quartier, c'est juste aller faire du porte-à-porte pour dire, nous on n'est pas en train de vous dire que vous devez absolument rester dans le quartier, que le projet de rénovation c'est de la merde, non. On va du porte-à-porte pour dire qu'est-ce que vous voulez. Et il y a un certain nombre de gens qui d'ailleurs voulaient quitter le quartier pour tout un tas de raisons, etc. Écouter les gens pour ensuite construire des revendications collectives et construire des campagnes. Voilà, c'est le premier élément. Et moi je pense que n'importe qui peut exprimer ce type de des choses très basiques. Et je pense pour le coup, et j'aurais dû commencer par là, que sur les discriminations, il y a un potentiel de mobilisation considérable. En fait. Précisément parce que, c'est ce que je disais au départ, c'est que les gens en parlent beaucoup.
Mais le problème, c'est la résignation. Mais moi, je pense qu'il y a un tel sentiment de colère et d'injustice autour des discriminations qu'il y a un moyen d'action, en fait. Voilà, après, il faut montrer que la mobilisation peut payer, peut porter ses fruits. Mais moi, je pense que c'est une question sur laquelle il y a des choses à faire, parce que, effectivement, souvent, ce qui revient quand on va faire du porte-à-porte, c'est des choses très locales, en fait. C'est le trottoir, le bus, etc. Donc, peut-être qu'il faut creuser un petit peu plus loin, mais c'est aussi, au fond, une acceptation de la fatalité que de regarder de petites choses, en fait. C'est-à-dire que quand on pense qu'on peut, de toute façon, le chômage de masse est parti pour rester, bon, c'est plus facile de s'occuper de l'arrêt de bus du coin, quoi. Bon, après, c'est un travail à faire. Dernier point, au-delà du aller vers, c'est quand même qui fait ce aller vers. C'est quand même un problème, moi, je pense que, et y compris moi parmi des acteurs associatifs, etc., qui sont complètement dans cette philosophie-là, qui bien souvent sont assez peu à l'image des quartiers. C'est-à-dire que si on essaie de mobiliser des quartiers qui sont majoritairement minoritaires et que c'est que des blancs qui parlent, ou qui viennent écouter, il y a quand même une sorte de rapport de domination implicite dans la relation qui est problématique. Bon, après, c'est pas tout à fait vrai que parmi les travailleurs sociaux, par exemple, il y a des blancs. Mais bon, il y a déjà quand même cette question-là qui se pose, mais très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au tas de quartiers? Un des deux salariés était d'origine algérienne, parlait arabe, ce qui lui permettait de faire du porte-à-porte en arabe. Il n'aurait pas été en capacité de faire ça. Il y a la moitié des gens qui, pour le coup, étaient directement concernés par le projet, dont la voix n'aurait jamais été entendue. Bon ben voilà, parler arabe est une compétence, pour le coup, dans ce quartier-là, qui est nécessaire pour mobiliser les gens. Et ça, c'est souvent difficilement entendable, parce que la République française, etc. Mais donc voilà, c'est aussi prendre en compte ces éléments-là, me semble-t-il, dans les dynamiques de mobilisation. Dernier point là-dessus, moi j'ai fait du porte-à-porte avec eux, mais moi je fais de l'observation participante, etc. Alors du coup, moi, les gens ils sont en train de prendre des notes, ils se demandent qui je suis, etc. De fait, quand ils voient ma gueule et celle de mon pote Ali, ils sont quand même beaucoup plus en confiance avec lui qu'avec moi, quoi, parce que lui il est là, il habite dans le quartier, il le voit tout le temps, etc. Il y a une relation de confiance et le type de dynamique que ça crée n'est pas la même. Je ne dis pas que je ne pourrais pas, à force avec le temps, la créer, cette relation de confiance, mais habiter le quartier, pour le coup, est une ressource essentielle dans la création de la confiance. Dernier point sur qui fait ce travail de mobilisation. Quand on faisait le porte-à-porte, je parlais tout à l'heure de VRP, de témoins de Jéhovah, c'était les gens ouvraient parfois la porte, on demandait mais qu'est-ce que vous avez avant? Donc déjà, après, donc, les gens en question disaient rien, mais on est des associations qui mobilisent pour le quartier, etc. Ah, donc vous vous mobilisez pour vos subventions. Donc il y avait même une défiance. À un moment où parfois on nous prenait pour des institutions, vu la défiance, etc., à l'égard du politique, il y avait cette méfiance-là, on désamorçait cette défiance-là, et après il y avait, pour vous, de toute façon, c'est votre business, vous êtes là pour justifier votre salaire de salarié associatif, etc. Il fallait déconstruire ce truc-là, il y a une telle, au-delà de la résignation, une défiance à l'égard des institutions, du politique, mais aussi parfois des associations, que cette relation de confiance et l'identification qui peut se construire entre celui qui cherche à mobiliser et les habitants est une compétence et un élément clé. Donc il y a ce truc d'identification qui peut se construire de plein de façons. Parler arabe dans certains cas, le fait d'habiter le quartier, et le fait de passer du temps de toute façon sur le terrain, est le moyen de créer cette proximité et cette identification. Est-ce que, et après je vous repasse la parole, est-ce que le fait d'être soi-même concerné par la cause que l'on essaye sur laquelle on essaye de mobiliser est un point positif ou pas? Après tout, je suis habitant du quartier, ma maison aussi risque d'être détruite. Est-ce que ça, c'est un élément de confiance? Est-ce qu'il y a des expériences qui tournent autour de la mobilisation par les propres concernés? Dans l'idéal, voilà, moi je parle beaucoup de trucs qui sont impulsés par des acteurs intermédiaires, qui vont être des assos, des centres sociaux, etc. Éventuellement, dans le meilleur des cas, les salariés en question habitent le quartier, mais l'idéal, c'est que la dynamique s'auto-entretienne. Et tout le travail dans le community organizing, c'est de repérer ce qu'on appelle des leaders naturels. C'est-à-dire que dans les quartiers, il existe des gens qui sont peut-être pas engagés, mais sont des grandes gueules. Par exemple, à Roubaix, dans les quartiers sur lesquels je travaille, le truc c'est tout qui permet aussi aux gens de vivre, en fait, c'est la mécanique, en fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas dans des garages, machin, mais réparent des bagnoles. Et il y a des garages en plein air. Et donc, c'est du travail de subsistance, en fait. Donc, c'est très genré, d'ailleurs. Il y a les mecs qui font les voitures. Et il y a des formes de travail informel, plutôt garde d'enfants, etc., du côté des femmes.
chez ces acteurs-là, par exemple, qui sont, du coup, qui sont présents sur le terrain, et voilà, on va pouvoir trouver potentiellement des relais. Là, c'est le type d'acteur, à mon avis, sur lequel, si on les forme, etc., on peut potentiellement s'appuyer parce qu'ils connaissent tout le monde, en fait. Et toute l'idée du community organizing, c'est de dire que, au fond, contrairement à ce qu'on dit bien souvent, dans les quartiers populaires, il y a des liens sociaux ordinaires. Les gens ont des liens, etc. Toute la question, c'est comment on s'en sert comme vecteur de mobilisation. Et ce qui fait que les gens participent, souvent, c'est pas uniquement qu'ils croient à la cause, etc. C'est qu'ils connaissent des gens, en fait. Et ces liens et ces relations sociales ordinaires sont un vecteur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, que je parlais de l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier montre très bien que si les ouvriers ont voté quand même assez massivement pendant un siècle pour le PC, pour le PS, etc., c'est pas parce qu'ils avaient tous lu le manifeste du Parti communiste ou qu'ils étaient tous devenus marxistes, c'est parce qu'ils avaient des relations sociales ordinaires avec des militants, avec des gens dans leur cage d'escalier, des relations de proximité qui créaient une relation de fidélité, d'identification et plus personnalisée en fait. Et donc c'est aussi ces relations sociales ordinaires qui créent la politisation, qui créent l'engagement et la mobilisation, et c'est vrai bien au-delà de ce qui nous intéresse aujourd'hui en fait. Et donc l'idée c'est comment on s'appuie aujourd'hui sur ces relations sociales ordinaires qui existent encore pour créer de la mobilisation. Donc moi je pense que c'est tout à fait possible. Après il faut former les gens. L'idée, voilà, typiquement, je reviens à mes histoires de porte-à-porte, au départ c'était les salariés, les habitants n'osaient pas trop, puis finalement ils s'y sont mis eux-mêmes. Et comme ça, on essaye d'entretenir la dynamique. Ça prend du temps, etc. Mais ça peut payer. Très bien, alors je reviens dans la salle. J'ai vu que tout à l'heure il y avait une demande ici, et puis là, et maintenant une autre ici. Alors, bonjour. vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez d'ailleurs. Je m'appelle Thierry Chambon et je suis directeur projet démocratie locale à la ville de Grenoble. Réagir, c'était sur l'idée parfois qu'on a, au discours qu'on a sur la pyramide de Maslow, qui est un truc assez dangereux, je trouve que si du coup les besoins de base ne sont pas remplis, le politique vient en dernier. Ça marche à l'échelle individuelle et aussi au collectif, c'est-à-dire si les problèmes de base ne sont pas réglés, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose que je défends ou que je constate. On voit des gens qui sont très précaires et qui s'engagent dans des combats. Et que parfois c'est à l'inverse, c'est-à-dire si on retrouve une dignité et une fierté dans un combat pour le quartier, après on se relance dans sa recherche d'emploi ou dans sa vie personnelle. Donc je trouve vraiment que cette pyramide elle est assez dangereuse. Et il ne faut pas trop s'appuyer dessus dans nos réflexions sur le travail, social. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que sur la discrimination, qui est le sujet d'aujourd'hui, je trouve que dans le pouvoir d'agir, dans le Parlement, il y a cet enjeu de petites victoires très concrètes. Tout ça, on voit qu'on peut gagner, on prend de l'appétit à ça, on est plus ambitieux après. Et je trouve que dans le champ des discriminations, les petites victoires ne sont sans doute pas si faciles que ça. Parce que, effectivement, on voit l'Alliance citoyenne à Grenoble qui travaille du porte-à-porte. Très vite, elles se retrouvent face aux bailleurs sur les questions de logement, puis ils font pression, puis ils ont des victoires face aux bailleurs. Donc c'est intéressant pour la dynamique sur du concret. Dans le champ de la discrimination, une mobilisation qui amène à une victoire, peut-être je ne vois pas, mais je dis, c'est pas si facile. Et sans la victoire rapide qui donne envie de poursuivre, on sait que le mouvement il s'est. Donc voilà, je vais savoir, est-ce que dans le champ de la discrimination, vous avez des idées d'expérience ou de combat il y a des victoires qui sont possibles assez vite, pour d'autres ensuite, des premières victoires. Parce que le problème, c'est que dans le quotidien, les gens vont se retrouver avec des comportements discriminatoires d'autres dans le tram, etc. Et ça, c'est. Voilà, donc quel genre de victoire on peut avoir pour que ça soit inspirant. Très bien, merci. Je pense qu'on reviendra là-dessus sur la question du contrôle au faciès, par exemple, qui est un exemple assez intéressant. Alors. Oui, donc moi je suis Brigitte Périguet, je suis une élue locale et je voulais rebondir sur la question de la formation. Vous avez parlé de la formation des personnes intermédiaires finalement pour toucher les habitants et les mobiliser. Et moi ça me fait quand même, ça m'interpelle beaucoup. J'abonde cette idée-là, mais je pense qu'il faudrait aussi pouvoir organiser la formation des habitants. Et notamment à la prise de parole publique, parce que c'est bien souvent ce qui fait frein à la réelle mobilisation des personnes, notamment des plus précaires, des plus en difficulté. Vous avez parlé de la question de la langue, mais aussi simplement le fait de devoir
bien se dépasser pour pouvoir parler en public. Moi, j'ai vécu une expérience de cette nature à Saint-Égrève il y a déjà pas mal d'années, qui s'adressait aux jeunes, qui s'appelait les forums démocratiques jeunes et adultes, et c'était l'idée de pouvoir mobiliser des jeunes sur ce qui les questionnait dans leur vie quotidienne, et à partir de là, de pouvoir en dégager un certain nombre de thématiques générales, et d'organiser des débats avec les adultes, puisque les jeunes sont beaucoup en questionnement par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à leur avenir, et en questionnement vis-à-vis des adultes. L'objet, c'était aussi qu'ils puissent devenir porte-parole, puisque dans la participation citoyenne, vous avez parlé de cette idée aujourd'hui que nous avons trop individualisé la participation. Je crois aussi, effectivement, et que la nécessité de revenir à la préoccupation générale et collective est importante pour légitimer la parole. Donc nous avions organisé des formations à ces jeunes qui devaient s'exprimer en public avec un micro et face à des adultes, donc pour eux une relation qui au départ n'est pas d'égal à égal, hein, dans leur conscience. Ça a apporté énormément de fruits, hein. Ça a permis vraiment de faire émerger les réelles préoccupations de cette jeunesse, de leur faire aussi toucher du doigt de ce que pouvait être une démocratie, c'est-à-dire que de la part des réponses que pouvaient apporter les adultes à leurs questionnements, d'organiser une diversité de réponses pour leur montrer qu'il n'y a pas de vérité, et que tout est question d'appréciation liée à un propre vécu, un contexte, etc. Moi, ça m'a semblé extrêmement formateur pour ces jeunes-là, et certains d'entre eux sont d'ailleurs devenus des élus par la suite. Ce qui est le processus, je dirais, citoyen abouti. Hein. On parle de citoyens lambda, on les forme d'abord à la prise de conscience de la parole de l'autre. On leur demandait d'être porte-de-parole, c'est-à-dire en public, de ne pas porter leurs propres questionnements, mais ceux des autres, qui avaient été rassemblés, qu'ils avaient choisis quand même, hein, donc qui leur parlaient, qui faisaient écho chez eux. Et ensuite de les restituer et d'engager un débat avec des adultes dans cette thématique qui n'était pas forcément la leur au départ. Et franchement, c'est extrêmement éducatif, et pour tout le monde, hein, aussi bien pour les élus, pour les adultes, je veux dire, et les jeunes. Et malheureusement, ce genre d'expérience est resté extrêmement limité. Se pose peut-être la question, je dirais encore plus que celle des associations locales, mais la question du financement des personnes intermédiaires capables de réaliser ce type d'organisation. Mais ça mériterait d'être démultiplié dans tous les quartiers, je crois. Très bien. Ça, c'est aussi un point effectivement important, parce que ça peut être une phase 2, une fois qu'on a mobilisé, de dire comment on devient porte-parole de tous, voire même dans le sens inverse, c'est-à-dire comment former des habitants pour qu'ils puissent aller chercher la parole des autres. Merci. Alors là-bas, oui. Du coup, ça rejoint un peu plus fort. La question rejoint un peu la remarque de la personne, c'est d'après votre expérience en général, d'après vous, l'empowerment sur les questions du discours, si elle est plus facile à impulser, elle serait plutôt chez les publics jeunes, plutôt chez les publics adultes. Enfin, moi, je me pose toujours cette question de quel est finalement le public qu'on pourrait avoir le plus facilement, quoi. Ouais, plus facilement. La deuxième chose, elle est intéressant de s'appuyer sur le groupe d'appartenance. On est prêt qu'on est prêt en France, après du coup. Et très franchement, si j'avais à accompagner une personne sur un stream lié à sa pratique apparente religieuse, par exemple, jouable, etc., je serais franchement plus à l'aise de l'accompagner d'un point de vue individuel qu'en groupe, parce que on se prend en face, c'est quand même violent. Et ça l'est d'autant plus quand
alors tout n'est pas dans tout, mais je vais essayer de, c'est clair dans ma tête, mais je vais pour que ce soit clair pour vous. Là, vous parlez beaucoup des centres sociaux, comme si les centres sociaux, déjà il y a des 50 salariés dans les centres sociaux, qu'il y a des compétences surtout, et en fait c'est pas ça, et c'est de moins en moins ça. Et de plus en plus, enfin, je ne sais pas si c'est, en tout cas dans la Vaud, ici, de plus en plus de centres sociaux sont municipaux. Et du coup, c'est pas neutre, parce que par exemple, vous avez raison, accompagner des personnes, comment vous avez appelé ça, sur des groupes d'appartenance, quand on est du côté de la ville, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore clair. La SPO, on n'est plus pas n'importe quoi, mais pas loin. Et du coup, on est là et on veut accompagner, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, ça s'est passé concrètement chez nous, un groupe de femmes pour avoir un accès. C'est un exemple un peu bateau, mais qui s'est posé. Déjà, quand la collectivité, mais quel qu'elle soit, les citoyens, n'est déjà pas très clair en termes de positionnement, comment nous, en tant qu'institution, on va accompagner ça sans que ça passe pour. Enfin, voilà, du coup, je trouve que le combattre collectivement, ce serait bien dans l'idéal, mais en France, je pense que c'est pas. Ça repose la question de qui porte. Je pense qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure. Je pense que dans certains cas, effectivement, Julien Talpa répondra, mais ça peut être des centres sociaux, parfois des associations, parfois d'autres types d'acteurs. Je pense que le contexte, il est pour quelque chose. Mais même, de toute façon, que ce soit accompagné par la ville, par une asso, on va pas se montrer, on voit bien comment les combats se passent. En fait, c'est assez violent, les réactions. C'est tout du communautarisme. Vous voulez dire qu'il y a parfois des questions qui sont jugées légitimes, et puis d'autres qui sont illégitimes. En fait, dès l'instant où c'est des personnes qui partagent des caractéristiques communes, qu'elles soient une apparence, suppose une apparence commune, originaire du Maghreb, du Blas, tout ce qu'on veut, c'est violent ce que ces gens se prennent en face. Donc, je ne sais pas si on en est là, mais quand je me dis qu'on aura fini d'arriver à défendre et de faire juger des situations de discrimination individuelle, on ira peut-être sur du collectif, mais moi je suis un peu pessimiste. Faut pas les opposer. Faut les marier, mais en fait c'est tellement violent. Franchement, parler à des gens qui ont essayé de... Oui, mais il faut affronter les deux angles. Ouais, mais il faut être outillé pour ça, quoi. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une dernière, puis après on revient sur les réponses Donc moi, Ninchila, je travaille de Saint-Martin-d'Air, et je rejoins d'une certaine manière Salima en fait. Vous avez beaucoup parlé un peu de l'opposition institution-habitant. Mais en fait, les institutions en France, elles sont multiples. Une des premières qui se prend la colère des habitants, ce sont les mairies, effectivement, ou à travers les centres sociaux, ou à travers le service logement, etc. Et elles-mêmes, elles peuvent être en grande tension avec ce que préconise la région, l'État, notamment l'État. Et du coup, se retrouver aussi dans une grande impuissance à accompagner la mobilisation, puisqu'on est à la fois une institution, et en même temps, on porte des valeurs qui sont souvent plus proches du territoire que celles qui nous tombent dessus par l'État ou par sa manière dont elle a traité ses territoires. Là, on a des cas un peu lisibles avec ces histoires de contrats aidés, de baisse des subventions d'un politique de la ville. Et du coup, on est à la fois institution qui instrumentalise, qui je sais pas quoi, contre le citoyen, et en même temps, on est complètement... on est et assujetti et démuni, parce qu'on aimerait bien aussi être... Je pense qu'il y a des mairies qui sont militantes, entre guillemets, de ce pouvoir d'agir, mais du coup, elles sont elles-mêmes coincées. Donc je pense que quand vous dites institution, en fait, en France, pas comme aux États-Unis, on a une hiérarchie dans les institutions qui est forte, et qui est un frein, et qui nous fragmente aussi beaucoup dans la société. Moi, je suis assez d'accord avec vous pour rebondir sur ce dernier point. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je ne tape pas du tout sur les professionnels qui travaillent à l'intérieur des institutions, qui sont pris dans des dynamiques institutionnelles qui les dépassent, des dynamiques politiques qui bien souvent les dépassent. Et on retrouve souvent à l'intérieur des institutions ce qu'on peut appeler des alliés de l'intérieur, de mobilisation sur tel ou tel sujet, que ce soit sur la question des discriminations, du logement, etc. Heureusement que parfois, à l'intérieur de l'institution, on va avoir trouvé des gens qui vont prendre des risques, au fond, et qui vont soutenir des trucs qui ne sont pas forcément dans la ligne politique défendue, etc. Et moi, je ne serais même pas forcément complètement d'accord avec vous sur le local versus le national. Moi, j'ai parfois rencontré des acteurs de l'État qui prenaient énormément de risques sur des sujets
Ouais, et notamment sur la question des discriminations, il y a des gens qui sont très militants en fait à l'intérieur, et de moins en moins d'ailleurs, parce qu'ils ont progressivement dégagé, hein, mais qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient pour soutenir des dynamiques de mobilisation des habitants qui leur semblaient intéressantes, mais qui, au regard d'un certain nombre d'évolutions nationales, se retrouvent de plus en plus marginalisées. Mais on en trouve effectivement des acteurs. Le problème, et là moi je renverrai quand même beaucoup vers les élus, c'est que la responsabilité elle est bien souvent politique en fait. Et donc ce qui pose la question de la formation des habitants, je vais y venir, mais aussi des élus en fait. Moi je pense qu'il y a un travail d'acculturation, et tout particulièrement sur la question des discriminations, des élus sur lesquels bien souvent les élus ils sont pas formés en fait, quoi, et ils s'en foutent bien sûr. Donc, ils ne vont pas aux formations qu'on leur propose. Voilà, encore, quand il y a des formations sur les discris, il y a les élus référents discris, mais les autres, alors que c'est censé être une question plus ou moins transversale, ne sont pas là, donc il y a un travail. Alors après, c'est peut-être aussi à l'intérieur des partis politiques. On pourrait imaginer à une époque, il y a eu aussi des écoles de formation dans les partis où ils faisaient ce travail. Peut-être que ça n'existe plus. Et là, moi, je pense qu'il y a un travail intellectuel à faire qui est très en profondeur pour que ce soit porté. Parce que la grosse difficulté aujourd'hui de cette thématique, et c'est aussi vrai, me semble-t-il, hein, que sur les discrits que sur la question de la participation des habitants, c'est les réticences très fortes du pouvoir politique à s'engager là-dedans. Alors bon, peut-être qu'avec un renouvellement générationnel qui s'annonce, etc., peut-être, j'ai quelques doutes face à l'inertie institutionnelle, mais voilà. Alors, j'en viens à la question de la formation, une fois ce préalable établi, voilà, pour souligner que moi j'ai quand même, deuxième préalable, d'un côté il faudrait former les élus, mais il y a aussi attention à ne pas former que les discriminés et à former aussi peut-être les discriminants. Voilà, c'est-à-dire que de toute façon, les formations et la prévention des discriminations, on le fait beaucoup en direction des jeunes des quartiers, dans les centres sociaux d'ailleurs, on fait plein de trucs comme ça, ou les assos antiracistes, etc. Par contre, former les bailleurs sociaux, former les DRH, former les conseillers d'orientation sur les discriminations, là c'est beaucoup plus rare en fait. Et c'est peut-être de ce côté-là, et on a parfois tendance à oublier que s'il y a de la discrimination, c'est qu'il y a des discriminants. Alors, pas forcément directement, pas forcément consciemment, et c'est souvent lié à des mécanismes institutionnels enracinés et qui ne sont pas liés aux individus en question. Mais voilà, si on n'a pas conscience de ces mécanismes institutionnels-là, du côté des institutions, et au sens large, une fois de plus, je généralise, voilà, mais institutions, y compris bailleurs, etc., ça va être dur de lutter contre. C'est tout l'enjeu aussi des termes qu'on utilise. On a de plus en plus tendance à parler de promotion de l'égalité des chances, de promotion de la diversité, beaucoup plus que de lutte contre les discriminations, alors que l'avantage du terme de discrimination rappelle que la discrimination, elle renvoie à un rapport de pouvoir, justement, et qu'il y a des discriminants et des discriminés, etc., et qu'il ne faudrait pas les invisibiliser. Et à force de vouloir positiver la question, on a tendance un peu à vouloir noyer le poisson, comme on l'a fait en multipliant aussi les critères. Donc, voilà. Donc, la formation, il en faut pour tout le monde. On en revient à nos histoires de comment on fait pour mobiliser les gens dans les quartiers. Moi, je reviens à mes histoires de community organizing, sur lesquelles je n'ai pas eu le temps vraiment de développer tout à l'heure. Il y a 3 piliers sur les organisations que j'ai pu suivre, c'est mobiliser, former, gagner. Mobiliser, j'en ai beaucoup parlé, de comment on fait pour mobiliser les gens. Une fois qu'on a réussi à les faire sortir de chez eux, effectivement, il faut les former. Alors après, on se forme en participant. C'est tout le sens et la philosophie de l'empowerment, que c'est par la mobilisation elle-même qu'on va apprendre à prendre la parole. Voilà. Il y a des méthodes très précises dans le community organizing d'ailleurs. Les salariés ne sont jamais sur le devant de la scène. Ils laissent les habitants, les premiers concernés, s'expliquer, négocier avec les institutions, etc. Les salariés ne doivent jamais faire à la place d'eux, mais permettre aux gens de faire par eux-mêmes. Donc c'est d'abord en faisant qu'on apprend, et c'est important de le rappeler par rapport à certaines traditions d'éducation populaire qui peuvent paraître un peu paternalistes, où c'est uniquement en éduquant et avec des conférences, comme je le fais bien souvent, qu'on va éduquer les gens. Non, c'est d'abord en faisant. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus faire un travail de formation en tant que tel. Très concrètement, ça veut dire quoi? Dans les assos sur lesquels j'ai travaillé aux États-Unis, ça veut dire qu'à chacune de leurs réunions, par exemple, ils passaient une demi-heure à faire un travail de formation. Si par exemple ils étaient sur une campagne sur le logement, ils vont rappeler, ils vont étudier tel ou tel rapport qui est sorti sur les politiques de logement social, sur les pratiques discriminatoires de tel ou tel bailleur, etc. Où ils vont eux-mêmes faire une enquête à côté, etc. Ils vont se former aussi en enquêtant. Je vous ai dit qu'ils consacrent du temps à se former parce qu'ils ne sont pas non plus on ne se forme pas que en faisant. Et c'est important aussi pour politiser les luttes, pour les verticaliser
pour renvoyer les problèmes qui sont vécus, les campagnes qui sont en train de se mettre en place, à leurs origines structurelles ou institutionnelles. Et donc la formation, elle passe par là, elle passe aussi beaucoup dans ce cas-là en rappelant l'histoire des mobilisations passées. C'est aussi ça qui donne du courage, d'une certaine façon. Quand je parle de l'importance des petites victoires pour montrer que ça vaut la peine de se mobiliser pour sortir de la résignation, ça on le fait aussi par l'histoire, c'est-à-dire en disant, alors aux États-Unis, c'est en rappelant qu'un certain nombre d'avancées de droits ont été possibles grâce au mouvement du droit civique, les mouvements féministes, etc. En France, ça peut être de rappeler que le Front populaire a permis un certain nombre d'avancées, etc. Tout ce genre de trucs qui sont rarement faits. Et donc ça vaut le coup de s'engager. Et donc, voilà. Alors le truc, c'est que ça demande du temps, tout ça. Et donc il faut des salariés, donc il faut de l'argent, voilà, et à quoi on passe son temps? À quoi on passe son temps, voilà. Donc, moi, les assos, en l'occurrence, auxquelles je travaille, elles ont des dizaines de salariés. Pourquoi elles peuvent le faire? Parce qu'elles ont des fondations qui les financent, ce qui leur permet d'avoir une autonomie à l'égard, en tout cas, de leurs principaux interlocuteurs, que sont les pouvoirs publics. Et donc, voilà, c'est ça la question que ça pose. Quand je parle d'autonomie, l'autonomie, elle est structurelle, c'est-à-dire elle est dans le type de financement et d'où vient l'argent, en partie d'autofinancement par leur propre banque, on en a beaucoup par des fondations. Ça pose d'autres problèmes, parce qu'on peut être dépendant des fondations. La façon dont ils essaient d'en sortir, c'est en disant, en multipliant les sources de financement, ça évite d'être trop dépendant. Quand on a 15 financeurs, comme ils essayent de le faire, ça évite d'être trop dépendant à l'un ou à l'autre. C'est quand même une question, à mon avis, tout à fait centrale, c'est quel est le modèle économique pour permettre le déploiement de politiques d'empowerment. Alors, j'en viens à la question de est-ce qu'on est prêt en France à se mobiliser à partir des groupes d'appartenance. Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend qui. Les institutions sont probablement pas prêtes à le faire. Il y a des gens qui le font déjà. Voilà. Il y a des gens qui se mobilisent contre l'islamophobie, il y a des gens qui se mobilisent contre la négrophobie, il y a des gens qui se mobilisent sur tel ou tel sujet de façon autonome. Il y a des femmes qui se mobilisent en collectif de femmes non mixtes, par exemple, et qui sont, parce qu'elles sont les premières concernées, qui se mobilisent entre elles et parce qu'elles considèrent que c'est un moyen nécessaire pour pouvoir à la fois prendre conscience des formes de domination qu'elles vivent et pour pouvoir les remettre en cause. Donc, voilà, je dis juste que ça existe déjà, en fait. Voilà. Et après, je suis bien d'accord que c'est mal vu, qu'il y a des formes de répression symbolique très fortes qui s'abattent sur eux. Est-ce que ça permet d'obtenir des victoires? Ça, c'est une bonne question. Pour le coup, alors c'est un des éléments que j'avais prévu d'aborder tout à l'heure, mais je vais pouvoir y venir parce que du coup, l'heure tourne, et sur comment on fait pour obtenir des victoires sur les discriminations. Tac, tac. Voilà. Un des enjeux, nous semble-t-il fondamental, donc là j'ai listé 5 types d'actions possibles pour lutter contre les discriminations. Un des enjeux importants, donc c'est le troisième point, l'action juridique, c'est la question de l'accès au droit. Et de faire ce travail de médiation entre les institutions et les victimes, et pour sortir de cette difficulté très particulière qui est qu'il y a très peu de dépôts de plaintes pour discrimination. En 2015, il y a 4500 plaintes qui ont été déposées, donc ce qui est ridicule. En fait. Il y a 4500 plaintes qui ont été déposées, probablement pour tout un tas de raisons, car les gens n'ont pas forcément envie de déposer plainte, mais aussi parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles le peuvent, parce que c'est aussi une démarche à entreprendre. Moi, par exemple, quasiment personne ne sait sur mes terrains qu'il y a un délégué du défenseur des droits qui existe, qui peut accueillir éventuellement un dépôt de plainte. Les gens ne savent même pas que ça existe. Donc le premier travail serait de faire un peu de com, etc., pour faire juste connaître aux gens l'existence de ce truc. Ouais. Sur cette question, parce que je ne suis pas au fait des dernières nouvelles, mais est-ce que ce sont toujours, à part la structure nationale, localement, ma connaissance, ce sont des bénévoles, c'est-à-dire les 4 défenseurs du droit qui sont 2 à la préfecture, à Bourgoin et à Vienne, je ne sais pas, c'est quand même des gens en général très compétents, parce qu'on s'appuie sur des candidats, on ne prend pas n'importe qui, très compétents, très impliqués, et qui croulent aussi sur un certain nombre de dossiers. Moi, j'en connais 2 qui ont arrêté parce qu'ils étaient quand même à un nombre d'heures par semaine qui dépassait l'entendement, et que même s'ils sont bénévoles, il faut des limites. Et pourquoi on considère que ce ne sont pas des emplois salariés de droit? Une question de moyens. Voilà. C'est pas exactement des bénévoles, ils sont quand même en général un peu dédommagés financièrement, mais ça va pas très loin. C'est souvent des retraités de l'administration, c'est les anciens délégués du médiateur de la République, qui du coup sont souvent quand même
plus compétent sur des questions de droit administratif général que sur des questions de discrimination en particulier. C'est toute la difficulté du défenseur des droits qui traite de plusieurs types de questions. Toujours est-il qu'il y a quand même très peu de questions, très peu de dossiers de discrimination qui arrivent jusqu'à eux. Ce qui pose question, alors, est-ce que de faire de la communication est suffisant? Là, il y a quand même un problème de médiation entre l'institution et les habitants et les victimes potentielles. Et là, moi, je pense que les associations peuvent jouer un rôle. Je reviens à mon histoire de groupe mobilisés et des premiers concernés. Si on prend le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, il joue un rôle important pour accompagner des victimes qui voudraient déposer des plaintes auprès du délégué du défenseur des droits. S'il n'y avait pas cet acteur-là, qui est un acteur spécifique et qui est fortement critiqué par ailleurs, eh ben, il y aura encore moins de plaintes qui seraient déposées. Ils en ont gagné un certain nombre de procès. Donc ils étaient quand même dans leur bon droit, voilà, malgré toutes les critiques qu'ils peuvent prendre dans la figure. Et c'est aussi par la confiance qui peut s'établir entre des victimes qui n'étaient pas forcément prêtes à publiciser leur cas, parce que c'est coûteux pour une personne de revenir sur une expérience discriminatoire qui peut être violente, humiliante, etc. En plus derrière les médias qui peuvent arriver, etc. Si on n'est pas appuyé par un collectif dans lequel on a confiance, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, le CCIF a fait aussi un travail très important pour accompagner des gens qui avaient été indûment victimes de l'état d'urgence. Ils les ont accompagnés, accès aux droits, etc. Voilà, donc ces collectifs de groupes d'appartenance, ils sont là, ils existent déjà, ils font déjà ce travail d'accès aux droits. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'accès aux droits n'est fait que par des groupes spécifiques de cet ordre-là. Je veux dire, il y a beaucoup de travail qui est fait. Moi, un des acteurs que je suis, voilà, deuxième point, c'est une asso qui s'appelle Kif Kif à Lille. Donc il y a des correspondants volontaires, en fait. Il me semble que vous voulez faire quelque chose de cet ordre-là dans le cadre de votre cellule de veille ici à Grenoble, mais qui a en fait un réseau d'acteurs présents sur le territoire, dans les quartiers ou ailleurs, en fait. C'est un peu des sympathisants de l'association qui est censé être en alerte sur les questions de discrimination, déjà pour les faire émerger. Avec cette idée qu'un des problèmes de l'invisibilisation de la question des discriminations en France, c'est précisément ce faible dépôt de plainte. Et qu'un des moyens d'accroître la visibilité, un des moyens de sortir du déni, c'est qu'il y ait plus de plaintes qui soient déposées. Pour ça, il faut que ça remonte, il faut que voilà, déjà on ait connaissance des victimes potentielles, et qu'après il y ait ce travail de médiation, et donc ces correspondants volontaires vont à la fois faire remonter vers l'asso, vers la salariée de l'asso, ces témoignages de victimes potentielles, et ensuite les accompagner. Parce que c'est un travail voilà, qui prend du temps, etc. Et que, au fond, les institutions n'ont pas les moyens de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, les délégués du défenseur des droits, ils n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, etc. Ils ne peuvent pas faire ce travail d'accompagnement. Et donc, voilà, heureusement qu'il y a quelques assos qui font un peu ce travail, mais qui ne sont pas suffisamment soutenus pour faire ce travail de médiation entre les victimes potentielles, les repérer, les inciter, si elles le souhaitent, à déposer plainte et à les accompagner tout au long de la procédure. Donc il y a ce travail-là, à mon avis. Je voulais évoquer une autre expérience de ce point de vue-là, qui était quand même assez intéressante, que j'ai suivi moi de plus loin en fait, qui était, alors je suis désolé, je vais encore parler d'un centre social, mais du coup qui est en partie lié à un centre social à Vaux-en-Velin, qui faisait partie justement du projet dont je vous parlais au départ, et qui était suivi par des collègues à moi qui bossent là-bas, où au fond ils ont voulu bosser avec des jeunes du centre social, des ados, sur les discriminations. Avec l'idée justement de ne pas simplement les prendre comme sujet de recherche, mais que ces ados-là puissent être acteurs de la recherche, etc., et bosser avec nous. Et donc, les gamins qui étaient motivés par le projet ont été enquêtés et faire des entretiens auprès de leurs camarades, d'autres ados du quartier, sur leurs expériences de discrimination. Voilà, donc là, ils font des entretiens, recueillent des paroles, etc. Et ce qui ressort, là, pour le coup, assez massivement, c'est la question des rapports avec la police. Voilà, violence policière, propos racistes, etc. Des trucs assez durs, bon, contrôle évidemment très fréquent de la part des policiers. Et donc là, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là qu'on a recueillie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, c'était dans le contexte, ça fait déjà maintenant 2 ans que c'est en route cette histoire, de la proposition qui avait été faite de créer un récépissé d'identité issu du collectif Stop le contrôle au faciès, qui avait été repris par le candidat François Hollande et qui n'a finalement pas été mené à bien, même si c'est pas passé très loin, puisque encore il y a 1 an et demi, dans la loi égalité-citoyenneté, il y avait un projet d'amendement qui allait en ce sens, qui avait été déposé par un certain nombre de députés, preuve que les élus ne sont pas complètement
à côté de la plaque pour sur cette question-là, et qui ont voulu faire passer l'amendement, mais on a considéré que dans le contexte post-attentat, ça ternirait l'image de la police qui avait été très courageuse, etc. Toujours est-il que le récépissé d'identité au niveau national était écarté. Du coup, bon, à Vaux-en-Velin, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins. Là, ils se sont inspirés d'une expérience québécoise. Ils ont créé en fait un truc qui s'appelle donc la carte des droits, qui est un petit truc en fait et qui ne va pas résoudre tous les problèmes, et qui était simplement sur un petit document en bleu, blanc, rouge, mais très bien présenté, etc. Rappeler tous les droits et les devoirs aussi, donc les devoirs notamment du policier en cas d'interpellation et de contrôle d'identité. Et donc c'est une carte que les gamins maintenant peuvent sortir en cas de rencontre avec les policiers. Alors, au départ ils n'ont pas très bien pris, du coup il y a eu, les policiers n'ont pas très bien pris cette démarche pour qu'ils vous preniez, etc. Il y a eu un travail de médiation qui a été fait par le centre social, mais aussi d'autres assos du quartier pour essayer d'expliquer l'idée et montrer que ce n'était pas forcément contre les policiers, mais que l'idée c'était d'apaiser les relations et que peut-être tout le monde s'en porterait mieux. Toujours est-il que les gamins qui ont porté ce projet-là l'ont vécu comme une victoire. Ça n'a pas changé fondamentalement les pratiques institutionnelles, même si peut-être en fait que ça peut désinciter un certain nombre de policiers à multiplier les contrôles d'identité sur des jeunes qu'ils ont déjà contrôlés dans la journée, par exemple, comme ça se fait parfois. Ça visibilise en tout cas cette question-là. Et pour les jeunes, ça a été quand même un élément de valorisation symbolique qui est pas tout à fait négligeable. Donc ça renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure, monsieur, hein, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quel type de petite victoire on peut obtenir sur la question des discriminations? Et c'est vrai que c'est pas évident et que c'est pas si simple que cela. Autre façon, et moi je crois que c'est quand même un élément et un type de levier qu'on peut utiliser, c'est le testing. Donc le testing, vous savez ce que c'est. Il s'agit de se servir de la connaissance plus ou moins scientifique de la réalité des discriminations comme arme de transformation sociale. Autre exemple moi, que j'ai pu suivre, initié aussi par cet asso Kif Kif, qu'on lançait un testing sur les pratiques discriminatoires des agences immobilières. Et là, ils ont essayé de faire un truc assez systématique et ils ont passé en fait des coups de fil auprès d'agences immobilières où ils comparaient en fait la façon dont étaient accueillies des personnes référentes, issues du groupe majoritaire, des gens qui avaient un accent étranger, des gens qui avaient un profil de mère célibataire et d'autres qui avaient un profil de personnes sous curatelle. Et ils testent le type d'accueil téléphonique qui est donné par les agences immobilières. Donc le référent obtient dans 67% des cas un bon accueil, celui avec l'accent étranger 55%, la mère célibataire 61% de bon accueil et sous curatelle 64%. Donc les différences ne sont pas énormes, mais il y a quand même des différences assez nettes. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même surtout les différences de traitement entre les différents profils, notamment dans le type, la quantité et la nature des informations qui est demandée aux gens qui recherchent les logements. Par exemple, on a demandé que 8 fois au référent son type de contrat de travail, alors qu'on le demande 11 fois pour, entre 11 et 13 fois pour la personne avec l'accent étranger. Donc, surtout, au final, et c'est là où la discrimination, c'est qu'en termes de nombre de rendez-vous qui est obtenu au final à dossier équivalent, en termes notamment de revenus et de type de contrat de travail, évidemment, la personne avec l'accent étranger en obtient beaucoup moins que les autres. Une fois de plus, c'est pas avec ça que systématiquement on va transformer les pratiques des agents immobiliers. Néanmoins, ça a reçu une certaine couverture médiatique, on en a parlé localement, et il est plus difficile aujourd'hui, alors que la métropole de Lille lance un plan de lutte contre les discriminations où la dimension de logement est un des axes de travail, de faire comme si la question n'existait pas. Et donc voilà, pour sortir un peu de la fatalité, quand même, sortir du déni pour les acteurs qui ont été impliqués dans ce testing, qui étaient au fond auto-organisés par l'association, même s'ils avaient reçu des financements de la ville de Lille et de la métropole, c'est déjà quelque chose. Voilà, parce qu'une des difficultés, et ça c'est très clair dans les entretiens que je fais, c'est ce sentiment de double peine chez les victimes, c'est que non seulement ils sont victimes de discrimination, mais en plus ils ont le sentiment qu'on dénie en permanence leur expérience. Et donc déjà, rien que de reconnaître que bien souvent ils ne se trompent pas, c'est déjà une victoire.
Et donc voilà, c'est déjà avancé dans la bonne direction, même si ce n'est pas suffisant. Dernier point, dernier type de campagne qu'on peut mener, et ça c'est des trucs moi, que j'ai vu aux États-Unis et qu'on a plus de mal à mettre en place en France, c'est ce qu'ils appellent le shaming. C'est de dire au fond que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a discrimination, c'est qu'il y a des discriminants, et au fond qu'on pourrait accroître le coût de la discrimination, notamment le coût symbolique pour les discriminants. C'est-à-dire qu'à partir du testing qui a été fait, on aurait pu faire le choix, ce n'a pas été le choix de l'association en question, mais de beaucoup plus directement s'attaquer à l'image des agences immobilières qui avaient été discriminantes. Et pour le coup, certaines l'étaient plus que d'autres, etc. Et voilà. Et là, on peut imaginer aller faire des manifs devant, on peut imaginer voilà, foutre un peu le bordel sur la question des discriminations pour que ça ne reste pas impuni. Avec l'idée que l'image de marque, c'est aussi quelque chose de tout à fait central, notamment pour les entreprises. Voilà. Et typiquement, moi je vois dans les quartiers sur lesquels je travaille, il y a des présomptions très fortes de discrimination à l'égard d'un certain nombre d'employeurs. Moi je le vois, je ne suis pas en mesure de le tester, mais moi mes enquêtés me disent, là on a Fildar, on a OVH, on a telle ou telle entreprise qui sont des grosses boîtes aux alentours, eux ils discriminent, ils embauchent personne dans le quartier, etc. Si d'un côté vous menez un testing, que le testing révèle qu'il y a des pratiques discriminatoires et que derrière vous mettez en place des manifs, du shaming, etc., peut-être que ça peut faire bouger la donne. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que le sentiment ne sera pas tout à fait le même chez les habitants du quartier. Après, le risque, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Donc est-ce que les institutions vont vouloir financer ce genre de choses? C'est une bonne question. Après, ça renvoie à la question que je posais tout à l'heure, c'est quel est le risque le plus urgent qui se pose à nous aujourd'hui. Voilà, toujours dire que je pense que ça peut être un bon moyen pour sortir de la résignation et montrer qu'il est possible de faire des choses et qu'il y a des discriminants. Aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher de discriminer en France. Quand on compare avec le coût que ça représente pour les acteurs discriminants aux États-Unis, du fait d'une pratique judiciaire beaucoup plus enracinée là-bas et des plaintes beaucoup plus fréquentes, voilà, ça coûte des millions d'euros. Si bien que du coup ça fait réfléchir à deux fois et ça incite beaucoup plus fortement dans ces pratiques de recrutement, etc., à faire les choses un peu autrement. Aujourd'hui, le ministère du Travail organise un grand testing de l'année dernière. Le groupe Courtepaille et Accor apparaissent comme ayant des pratiques discriminatoires. Ça leur a pas coûté très cher. Il y a eu un article vite fait dans les Échos. Voilà, il y a peut-être 2-3 trucs qui ont bougé, mais qui en a vraiment entendu parler? Et voilà, ça n'a pas changé radicalement les choses, même si on peut espérer que eux en interne modifient leurs pratiques. Donc, voilà. Augmenter le coût, si ce n'est juridique, du moins symbolique de la discrimination, me semble une piste d'action, toujours avec cette idée que sans petite victoire, les gens ne s'engageront pas. Je reste là parce que je sens que j'ai terminé. Alors, très bien sur ce premier point, mais il y a un point sur lequel j'aimerais quand même revenir rapidement, mais pour rebondir sur le principe qu'il y a peut-être des causes qui apparaissent comme plus légitimes que d'autres pour agir. On sait bien que parfois aussi les pouvoirs publics peuvent permettre cette prise de parole de certaines causes. Je pense par exemple au partage et à l'usage des espaces publics par les femmes et par les hommes, et à les aujourd'hui projets, financements, etc., qui sortent pour permettre en fait l'organisation de marches exploratoires de femmes dans les quartiers. Ça se fait de plus en plus, un peu partout. Comment on peut expliquer justement que d'un côté, finalement, on donne cette parole-là aux femmes pour qu'elles puissent dire leurs difficultés peut-être à exister sur la place publique, parce que certaines places publiques plutôt accaparées par des hommes, et est-ce que finalement on a vu ça aboutir concrètement à des changements ou pas? Vaste question, sur laquelle je ne suis pas complètement compétent par ailleurs, parce que pour le coup, c'est une question qui se pose très directement, parce que moi sur un des principaux terrains d'enquête, à Roubaix, on parle tout le temps du fait qu'il n'y aurait pas de femmes dans l'espace public. Ce qui est déjà le constat, et peut-être à discuter,
Dans le sens où, alors, par exemple, il y a un livre de Gilles Kepel qui s'appelle Station française, où il vient relayer, par exemple, ce truc-là, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, il y a beaucoup de cafés, moi, que je fréquente, où il y a des femmes, etc., qui sont là. Il y a, tout dépend des espaces publics que l'on regarde, également. Et donc, attention aussi au constat, moi, je pense, à l'emporte-pièce. Deuxième truc, moi, je pense qu'il faut toujours partir des besoins des premiers concernés. Et est-ce que cette demande-là émerge ou pas? Moi, c'est après, pour le coup, parce que c'était pas l'axe central de mes recherches, mais moi, bizarrement, en fait, moi, dans les entretiens que je mène, et je mène quand même pas mal d'entretiens avec des femmes, et c'est pas le premier truc qu'elles évoquent. En fait, beaucoup plus fréquemment, moi, j'ai des mères qui me parlent des discriminations que subissent leurs fils, en fait. Et la question du genre, en fait, elle vient beaucoup plus dans ce sens-là. C'est des mamans qui se mobilisent par rapport à, et qui sont inquiètes face à l'avenir de leurs enfants. Et donc, voilà. Et parce que moi c'est une question qui m'intéresse pas, donc quel est le rapport qu'elles entretiennent avec leur propre quartier, qui voient plutôt leur quartier comme un refuge que comme un stigmate. Ce qui vient aussi déplacer un peu le constat. C'est-à-dire que moi, souvent, moi c'est une question qui m'intéresse quand même, ce qui ressort, c'est que il y a des formes d'entre-soi, en tout cas communautaires, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait c'est des quartiers qui sont majoritairement minoritaires, mais très divers. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs, des Arabes, des descendants de Portugais, d'Italiens, etc. Mais toujours est-il qu'ils sont majoritairement minoritaires, des descendants des Français, descendants d'immigration. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'expériences discriminatoires dans leur propre quartier qu'en dehors. Et que la discrimination, par exemple, ils la vivent quand ils vont à Lille, pas quand ils sont à Roubaix. Ça c'est notamment vrai pour les femmes voilées qui me parlent des regards, etc. Voilà, mais pas uniquement en fait. Et que voilà, et donc que leur quartier, à l'inverse, est un espace où une forme de relâchement par rapport à ces questions-là, beaucoup plus que dans les centres-villes. Donc, c'est, une fois de plus, le constat est peut-être plus complexe que simplement de dire les femmes n'ont pas leur place dans l'espace public. Et après... le fait qu'il y ait des financements pour mener ce genre de projet, de marche exploratoire, et du coup, c'est un moyen de donner la parole aux habitants. Aux habitantes, en l'occurrence. Moi, je trouve ça très bien s'il y a des moyens qui sont mis en place pour voir ce qu'il en ressort. Mais moi, j'ai juste peur que les moyens soient un peu trop fléchés en direction de certains types d'attentes. Voilà, on verra bien. Après, moi, je n'ai jamais travaillé spécifiquement sur les marches de femmes. C'est effectivement la résultante d'un empowerment féministe dans certains quartiers, mais ça ne se fait pas que dans les quartiers dits sensibles, ça se fait aussi dans d'autres quartiers plus, comment dire, lambda, quoi. Mais c'est typiquement, c'est les femmes qui l'ont suscité. C'est le résultat d'un empowerment féminin, oui, là-bas. Oui, c'était pour suivre un peu cette question-là. Du coup, est-ce que vous auriez des choses à dire sur la discrimination dans les démarches participatives? Voilà, il y a certaines catégories de personnes qui sont moins facilement accueillies, moins facilement écoutées, accompagnées, etc. Donc, vous avez pu dire. Alors, vaste question. Alors, un truc qui est quand même assez clair, c'est que dans les espaces de démocratie participative, le genre n'est pas complètement discriminant, et même plutôt à l'inverse, en fait. Alors après, on pourrait explorer pourquoi, mais pour le dire simplement, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà. Après, il y a quand même des formes de domination masculine, dans le sens où quand il y a des instances de représentation, par exemple, si on prend les représentants des conseils citoyens au comité de pilotage de la politique de la ville, comme il est censé exister, on va retrouver un peu plus, en tout cas moins de femmes, et la proportion va se rééquilibrer. Néanmoins, principalement parce que la démocratie participative a été associée à la proximité, à des questions qui sont associées à la division sexuée du travail, l'école, les gamins, voilà, c'est un truc de femme. C'est une réalité. Je vous renvoie d'ailleurs à un numéro de la revue Participation, qu'évoquait Nadia en introduction, qui s'appelle « La démocratie participative a-t-elle un sexe ?»
et donc sur cette question du genre dans les processus de démocratie participative, et qui montre quand même que, pour le dire assez vite, la participation peut être un moyen d'empowerment féminin, parce que les barrières sont beaucoup plus faibles que dans les partis politiques, que dans les syndicats, que dans d'autres espaces, pour les raisons que j'ai évoquées. Et voilà, et qu'à un moment, le nombre pèse, quoi. Et donc, quand on a 60% de femmes dans un certain nombre d'instances, il est compliqué quand même de complètement les faire taire, même si on va dans des éléments plus fins, en termes de minutes de prise de parole, voilà, les hommes parlent plus, quand bien même parlent plus que ce qu'ils représentent proportionnellement parmi les participants, quoi. Donc voilà, la domination masculine présente dans la société se retrouve évidemment dans les espaces de démocratie participative, même si moins que dans d'autres formes de participation plus classiques, et ça c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, après on n'a pas beaucoup de données sur les autres formes de discrimination à l'intérieur des instances de participation, si ce n'est qu'on peut dire quand même que c'est des instances qui demeurent très blanches et trop peu à l'image des quartiers qu'ils sont censés représenter. Voilà, c'est révélateur de cette distance-là. Oui, alors encore une intervention, si on a encore un peu de temps, allez-y. En termes de représentation institutionnelle, qu'est-ce que vous pensez de la part des hommes? J'ai fait la remarque d'emblée à Nadia d'ailleurs. J'ai fait le public, c'est très genré en fait. Et puis, dans le croisement discrimination-participation, peut-être. Revenez à l'année prochaine, on aura très curieusement, quand on réussit à avoir des hommes à des réunions, il n'y a plus de femmes. Ça me fait réfléchir sur aussi, je pense, quelque chose qu'on sait peut-être pas faire, c'est travailler ensemble. Et particulièrement pour les habitants, arriver à s'écouter et à vraiment construire ensemble. C'est soit des hommes, soit des femmes. C'est plutôt... Parce que la mixité, ça dit quelque chose. Le Conseil citoyen a parlé vous parliez tout à l'heure de différents types d'empowerment et d'un empowerment qui se développe dans un contexte libéral en fait. À la fois, moi je bois vos paroles et je trouve que c'est passionnant, et en même temps il y a un côté qui m'inquiète toujours dans cette tendance et ce succès qu'a le développement du pouvoir d'agir, où j'ai l'impression que c'est en même temps ça tant de succès parce qu'aussi il y a un recul de l'État-providence, parce qu'il y a un fort, tout à l'heure, une crise des syndicats, à différents niveaux dans les possibilités de s'engager, de travailler sur les questions d'intérêt général, et en même temps ça a l'air d'être l'ultime solution face à une société qui met de moins en moins de moyens sur la solidarité, la lutte contre les inégalités. En fait, c'est né aux États-Unis, mais parce que en fait, déjà effectivement, ils reconnaissent le fait des communautés, chose que nous on a toujours voulu. Voilà, la France est une et indivisible. Et en même temps, c'est né dans un contexte aussi d'une société libérale à fond, quoi, et où s'il n'y a pas les assos locales et tout, il n'y a rien. Et du coup, nous on est en train de partir là-dedans. Alors est-ce que, vu qu'il n'y a pas trop d'autres solutions, on va accompagner ça en fait. Mais je trouve que ça me fait un peu peur quand même. Je sais pas ce que la salle en pense, que vous en pensez, mais c'est quand même... Faudrait pas oublier effectivement le côté empowerment radical et le côté... parce que si c'est simplement pour mettre des rustines, et mettre... non, mais souvent on... Oui, mais aujourd'hui, l'empowerment que moi je vois se développer localement, il n'est pas une révolution et des rapports de force, etc. On vient là pour contenir le risque de délitement et je sais pas, je suis un peu pessimiste, mais ça m'inquiète. Quelque part, vous êtes en train de dire que le mode d'empowerment va aussi dépendre du contexte.
nationale aux États-Unis, avec un type de société, avec peu d'intervention publique. Et effectivement, les actions associatives ou collectives sont portées par du privé et non pas par le public, mais en plus avec y compris un régime fiscal, on a tendance à l'oublier, qui est très très différent de celui de la France. C'est-à-dire quelqu'un qui investit dans une fondation privée, en termes fiscaux, c'est très très avantageux par rapport à un système en France qui passe plutôt par l'impôt et du coup qui est différent. Ça peut-être qu'effectivement le contexte qui fait qu'il y a de l'empowerment important aux États-Unis, peut-être au Canada aussi, alors je connais moins le fonctionnement, mais fait qu'il ne peut pas se pratiquer de la même manière peut-être en France. Juste un mot là-dessus, c'est vrai que c'est une question qui est importante, c'est une tension. Et moi je pense qu'il ne faut pas non plus trop réifier les modèles nationaux, c'est-à-dire qu'aux États-Unis il y a les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, donc aux États-Unis il y a même ce qu'on appelle les empowerment zones, donc, ce qui est un peu leur politique de la ville en fait, donc, où on va financer très fortement des assos dans les quartiers pour faire des choses. Et donc c'est pour assurer des services qui autrefois étaient assurés par l'État. Voilà, donc c'est la privatisation de l'État social par le recours à la société civile. Et on va appeler ça de l'empowerment parce qu'on va donner des moyens pour faire des choses. Et pour régler les problèmes, pour gérer les logements sociaux, pour les construire, les gérer, etc. Il y a tout ce truc-là. Donc ce qui serait un peu la version sociale libérale, on peut dire, de l'empowerment. Moi, les organisations que j'ai étudiées ne font pas ça en fait. Et c'est pour ça que je dis que les deux coexistent en fait aux États-Unis. Eux se mobilisent pour reconquérir un État social digne de son nom. C'est pour ça que j'évoquais le cas tout à l'heure du référendum sur l'éducation. Eux, ils ne se sont pas battus pour donner des cours aux gamins à la place de l'école. Ils se sont battus pour augmenter les impôts des contribuables les plus riches, pour recréer une base fiscale pour avoir une école de qualité. Voilà, leur projet politique, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que je dis que l'empowerment est traversé par des projets politiques qui sont contradictoires, et il faut savoir pourquoi on veut le faire. Mais il n'est pas nécessairement synonyme de privatisation et de recours à la société civile. La question c'est quel type de pratique on met en œuvre au nom de l'empowerment. Ça peut être créer son entreprise, ça peut être assurer des services autrefois assurés par l'État, ça peut être d'interpeller les institutions pour qu'elles fassent leur travail. Et c'est ça que moi, les organisations communautaires que j'ai suivies aux États-Unis essayent de faire. Donc c'est pas faire à la place, c'est pousser à faire faire, quoi. Et donc voilà, et après on se situe où on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes de consultants qui se créent autour de l'empowerment sur des choses assez individualisées. Peut-être que ces projets ne sont pas complètement contradictoires et qu'on peut imaginer des synergies, mais c'est pas sûr. Alors, il nous reste quelques minutes. Sophie voulait intervenir, et puis ensuite là, et puis on sera obligé de s'arrêter. Alors, assez rapidement. Ouais. Non, moi je voulais dire juste deux petites choses. D'abord, je rejoins ce que dit Pascal sur les questions de transformation, enfin la question de la transformation sociale, l'empowerment qu'on voit plutôt à l'œuvre, c'est pas tellement un empowerment qui va aller vers la transformation sociale, voire même qui porte le discours de cette transformation sociale. Par exemple, moi je trouve que, et du coup pour les techniciens, on peut être aussi un frein un peu, un frein à l'empowerment aussi, parce qu'on a beaucoup... il y a des choses qui ne nous sont pas, que les politiques ne portent plus tout à fait. La lutte contre les inégalités sociales, la question des rapports de pouvoir. Enfin, moi, cette question, je l'ai apprise avec les questions de discrimination. Dans les formations de base, on ne parle pas de tout ça, ou peu. Et du coup, je trouve que, par exemple, la notion dans le contrat de vie, c'est inscrit qu'il faut lutter contre les inégalités sociales, mais moi, j'en entends jamais parler. Donc, c'est presque un tabou, en fait. J'entends même plutôt dire, en fait, la politique de la ville, ça va servir à aménager, à faire en sorte que la vie soit un peu moins difficile dans les quartiers prioritaires. C'est ça l'idée dominante. Et donc, je pense qu'on a aussi, en tant que technicien, parce que c'est un atelier qui est aussi proposé plutôt aux techniciens, à travailler sur la culture professionnelle, sur ce qu'on veut derrière, ce qui nous paraît être, au sens éthique du terme, souhaitable. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est sur la question de l'accès au droit. C'est vrai que dans l'agglomération, on met beaucoup l'accent sur les discriminations, sur la question de l'accès au droit à la non-discrimination avec la création de la cellule de veille.
Et bien entendu que le défenseur des droits, il n'est pas du tout, il est complètement insuffisant. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait des choses à côté du défenseur, mais parfois, au niveau associatif, on est aussi très limité. Et il y a, c'est très compliqué. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi travailler pas qu'avec les associations, mais il y a aussi, alors nous, du coup, on a beaucoup travaillé avec le CCIF, par exemple, pour faire en sorte qu'il soit soutenu et qu'il puisse tenir des permanences, et, parce qu'effectivement, il fait ce travail de médiation, voilà. Et ça suppose de travailler aussi avec, par exemple, le barreau, les avocats. Il faut que les avocats prennent en charge les questions de discrimination, c'est pas évident du tout. Que le parquet, voilà, un travail autour de l'accès au droit, c'est tout ça, c'est ce qu'on essaie de mener, et je pense que c'est effectivement très important, et puis que le testing aussi, ça fait longtemps qu'il y a eu un testing dans l'agglomération, mais à chaque fois où il y en a eu un, par exemple le testing sur le logement privé aussi, il y en a eu un à Villeurbanne, ça a fait bouger des choses. Et là, je pense que le testing sur l'accès au crédit bancaire va faire bouger des choses, parce que c'est un testing qui a été construit, voilà, il y a une vraie démarche de fond qui est menée. Voilà. Et la toute dernière chose, c'est la question du déni. Moi, j'avoue que moi, je me cogne contre ça, quoi. Je me souviens d'une soirée, alors c'est pas du tout pour mettre en cause des collègues ou quoi que ce soit, mais c'est une situation avec une soirée jeune autour des questions de discrimination avec la ville de Grenoble, le service jeunesse, qui je ne pense pas qu'il soit présent ce soir, cet après-midi. Où on a réussi à travailler avec les jeunes sur les questions de privilèges, de préjudices, privilèges, toutes ces questions-là, l'intersectionnalité, etc. Et en fin de compte, à la fin, le discours politique qui a été porté, ça a été de dire mais c'est les inégalités sociales, c'est les discriminations, ça n'existe pas, c'est inclus dans les inégalités sociales et c'est en luttant. Et alors là, évidemment, moi, c'est les bras m'en tombent, quoi. Alors que tous les 6 mois, il y a une étude qui prouve qu'à situation égale, sociale, on a des discriminations liées à l'origine, etc., au sexe, etc. Donc, c'est quand même un problème, quoi. Voilà. Très bien. Alors, on va conclure. Juste une petite remarque, et puis je rejoins Pascal. Moi, il me semble que les États-Unis, ça n'a jamais été un grand modèle, ni de démocratie, ni de société sociale. On voit bien que toutes les choses, il y a une dégradation à l'échelle de la planète. On est dans un monde ultra-libéral qui ne permet pas aux pauvres d'évoluer, d'avancer, de réfléchir. Donc c'est des situations concrètes que nous vivons. Et puis les institutions sont très très frileuses. Il n'y a pas un affichage clair des orientations politiques, y compris chez les institutions. Effectivement, il y a un discours, mais dans la réalité des choses, les choses ne se passent pas comme ça. Et quand on a la volonté d'aller au loin, travailler dans la proximité avec les habitants, c'est pas forcément trop permis. Donc, il y a des choses qu'il faut dire, parce que on est dans une société qui recule, il y a un recul démocratique. L'Europe c'est pareil, la planète c'est pareil, il n'y a qu'un seul modèle qu'on met en avant et on ne laisse pas d'alternative de réflexion et qu'on voit de plus en plus, de toute façon, les gens qui votent de moins en moins. Donc ça veut dire qu'il y a une défiance énorme par rapport aux politiques. Et c'est ça qui rend les choses très très compliquées. Si les politiques ont le discours et ils n'ont pas l'acte. Si les institutions ont le discours et n'ont pas l'acte. Je veux dire, les choses sont très complexes. Et moi, il me semble, pour arriver à développer ce pouvoir d'agir, il faut vraiment une conjugaison de toutes les forces, qu'elles soient élues, qu'elles soient habitantes, qu'elles soient associatives, qu'elles soient institutionnelles. Sinon c'est pas possible. Moi, au bout de plusieurs années quand même d'expérience, je me permets de le dire, je pense qu'on est vraiment dans le discours.
et les choses vraies, on ne les voit pas et on ne permet pas de les voir. Donc, très bien. Disons les choses comme elles sont. Alors on va s'arrêter sur ce coup de pour s'arrêter là. Parce qu'en fait, il y a une conférence de presse du président à côté. Voilà, on va être obligé de c'est pour ça s'arrêter. qu'on nous a rapatriés. Parce qu'en fait, moi, au début, on n'était que dans cette salle, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui souhaitait venir, j'ai étendu. Alors l'heure, c'est l'heure, il est 17h. Un mot de conclusion, Julien Talpin. Tout le monde s'en va. J'ai 2 minutes en fait, mais j'ai du mal à pas réagir. Mais non, évidemment, mon discours n'est en aucun cas de dire que les États-Unis sont un modèle à suivre pour la société française. Le fait est que moi, je me rends compte que chez beaucoup de minorités françaises, les luttes américaines sont un modèle. C'est-à-dire que, il y a un truc à creuser, mais on parle plus souvent de Malcolm X que des héros de la marche de l'égalité de 83. Alors, il y a un travail à faire de valorisation de l'histoire des luttes, probablement de l'immigration en France en tant que telle. Et il y a un travail, moi, des collègues qui ont commencé, je parlais de l'histoire du mouvement ouvrier, ils font un métron de l'histoire des militants de l'immigration. Et donc, un peu pour faire le parallèle avec les militants du mouvement ouvrier. Donc il y a ce travail-là à faire. Toujours est-il que dans les mobilisations de minorités, les États-Unis restent une référence. Encore Angela Davis aujourd'hui, et je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre sur les victoires qui ont été obtenues là-bas, sans pour autant répliquer les modèles. Deuxième point, moi, sur la question du déni, c'est pour ça que moi, je répète, il faut des victoires, et que la première victoire, c'est de sortir du déni. Moi, je pense que les sciences sociales ont leur rôle à jouer de ce point de vue-là. Je parlais de trajectoire à origine qui a joué son rôle. Je pense que les institutions ont un rôle à jouer avec le testing, etc. Et voilà, ce sera déjà une victoire, et il faut marteler en permanence, parce que c'est pas encore complètement gagné. Quand bien même, au sein des sciences sociales, aujourd'hui, ça commence à être accepté, on n'est pas très bon pour diffuser la connaissance de Côte d'Ivoire, et donc il faut que ça diffuse, quoi. Et donc il y a encore un travail à faire, et c'est pour ça que quand on parlait de comment on fait pour obtenir des victoires, la première d'entre elles, c'est aussi en démontrant la réalité des discriminations, éventuellement par des testings, par d'autres trucs. Moi, une des propositions, on en parlait tout à l'heure au déjeuner, mais la création d'inspecteurs spécialisés, d'inspecteurs du travail spécialisés dans les discriminations pour démontrer aussi par A plus B l'existence des réalités discriminatoires dans les entreprises, voilà, ça changerait pas mal de choses, je pense. Donc il faut des mesures concrètes. Le récépissé d'identité était de ce point de vue-là très intéressant parce que ça apparaît comme un truc concret. On n'est plus dans l'imprécation antidiscriminatoire, on est dans, voilà, il faut des solutions ici et maintenant, et c'est ça qui permettra aussi de dépasser les divisions, parce qu'un des gros problèmes, et on n'en a pas parlé ici, c'est qu'il y a beaucoup de divisions entre les institutions et les associations, mais entre les associations entre elles, sur ces enjeux-là, et donc c'est uniquement, et moi c'est ce que j'ai aussi appris des États-Unis, c'est que des gens qui sont en désaccord quasiment sur tout, ils arrivent à se mettre d'accord quand ils ont des objectifs concrets communs. En ayant des campagnes, en se disant, bon, on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais là, on va y aller, quoi. Et je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui pour créer du rapport de force et visibiliser cette question des discriminations, c'est de mettre en place des campagnes très, très précises. Et en même temps, moi, j'ai pas un arsenal de 20 trucs sur lesquels on pourrait travailler, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui émergeront des quartiers. Merci une fois de plus de votre accueil. Et ravi